Brigitte Rougeol, bonjour. Bonjour. Brigitte Rougeol, vous êtes consultante pour surdoués, créativité, innovation et coaching. Vous vous définissez comme multipotentiel. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce multipotentiel ? Ce multipotentiel, c'est effectivement un qualificatif que j'ai retenu pour me définir mon profil et un peu ma personnalité, et puis la personnalité de finalement pas mal de personnes. Parce qu'effectivement, dans les livres, on pourrait dire que nous sommes des surdoués ou des hauts potentiels. Mais moi, le livre qui m'a un petit peu, qui a fait la différence pour mieux me comprendre, c'est Refuse to Choose de Barbara Sher, et qui expliquait, nous avons plein de compétences, plein de centres d'intérêt, plein de passions, et en fait, il n'est pas nécessaire de choisir. Et du coup, le multipotentiel, c'est un petit peu, parce qu'elle appelle ça des scanners. Moi, j'aime pas trop non plus ce mot, donc j'ai préféré retenir le mot multipotentiel, donc qui donne, on va dire, cette palette en fait de potentiel. Alors, Brigitte Rougeol, je crois que dans votre vie, vous êtes ce qu'on appelle un touche-à-tout. Oui, on pourrait dire ça. Vous avez fait plein de choses et on vous a souvent reproché dans votre entourage de ne pas aller au fond des choses et de vous désintéresser rapidement de ce que vous faisiez. Est-ce que c'est un avantage, un atout ? C'est vrai que j'ai fait beaucoup de métiers qui ont rien à voir les uns avec les autres. Et si par exemple un DRH voit mon CV, en fait, il prend un petit peu peur. Donc des fois, je suis presque obligée de diminuer un peu mon parcours, mes étapes, même mes compétences et mes formations, parce que sinon, il devient un petit peu blême. Donc voilà, donc c'est vrai que je m'intéresse à beaucoup de choses de façon très variée et sur des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Brigitte Rougeol, quelles sont les personnes qui viennent vous voir au niveau des surdoués ? Écoutez, en fait, ils venaient sans se dire surdoués et finalement, je les ai accompagnés parce que maintenant, ça fait quand même 15 ans que j'ai commencé à faire du coaching. Et en fait, les gens... parce que j'avais créé à l'époque un portail qui s'appelle Coaching Avenue. En fait, les mots, j'avais écrit un article sur le syndrome de l'imposteur, sur le fait de se disperser, sur l'intelligence émotionnelle. Et en fait, ces articles, en fait, les ont happés quelque part. Et donc, du coup, ils m'ont contacté pour les accompagner. Et en fait, avec le recul, à l'époque, je ne m'étais pas encore auto-déclarée multipotentielle, mais en fait, tous ces gens-là, en fait, avaient cette caractéristique de s'intéresser à plein de sujets et de se sentir un petit peu inadaptés dans le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur apportez concrètement ? Alors, qu'est-ce que je leur apporte ? Alors, ça dépend aussi de leur demande. Il y a des gens, c'est plus trouver un équilibre de vie. Des fois, c'est trouver leur métier de rêve. C'est aussi pouvoir changer de métier, parce que des fois, ils s'engagent dans des métiers et puis finalement, ils sentent pas bien et donc ils veulent voir comment ils peuvent se repositionner. Donc, je les aide, puisque moi, je me suis repositionnée, je compte même plus le nombre de fois, dans des métiers très, très variés. Donc, en fait, moi, je les accompagne sur comment explorer le marché caché, parce que souvent, pour ces profils-là, les multipotentiels, il faut explorer le marché caché, parce qu'il n'y aura jamais l'offre d'emploi idéale dans les petites annonces. Donc, en fait, les postes, moi j'ai eu un parcours très varié, et donc c'est par des cooptations, c'est par des hasards de rencontres que j'ai pu en fait avoir des postes. Et donc je les aide en fait à avoir à peu près la même approche d'exploration en fait des métiers possibles. Oui. Alors après, ça peut être aussi, ils ont une idée et puis ça peut mais ils savent pas très bien comment le transformer en argent sonnant et trébuchant. Donc je les aide aussi à créer en fait leur modèle économique. Oui. Voilà. C'est un peu les grandes thématiques. D'accord. Qu'est-ce que vous rencontrez comme profil ? Je suppose que ça doit être assez hétérogène. Est-ce que vous pensez qu'un surdoué peut plus s'exprimer en tant que libéral ou en tant que personne à son compte, peut-être ? Alors, oui, mais c'est pas aussi tranché, marqué, aussi clair, parce qu'en fait, on peut très bien aussi s'exprimer en entreprise. Donc, moi, j'ai eu aussi la chance de rencontrer des entreprises avec effectivement des managers qui arrivaient à détecter mon potentiel et à pouvoir l'utiliser de façon pertinente. Donc, il y a des entreprises qui le permettent. Il y a des entreprises aussi qui permettent de varier en fait ces postes.
Par exemple, je pense à des amis qui travaillent chez Air France ou qui travaillent à la SNCF. Ces gens-là, grosso modo, tous les 2 ou 3 ans, ils peuvent changer de métier. Et donc, ça peut correspondre, en fait, très bien, ce type d'entreprise, pour des personnes qui aiment changer. Oui, c'est surtout des grosses entreprises avec des postes et des fonctions assez étendues. Voilà. Et puis après aussi, avec peut-être des RH qui sont aussi un peu plus éclairés que d'autres. Et puis après, bien sûr, il y a des métiers. Bien sûr, le métier de consultant, il est idéal parce que justement, on rencontre des gens et puis on explore les demandes des personnes. Et du coup, on peut avoir plein de missions. Moi, j'ai plein de missions très, très variées, très différentes que je mets sous une casquette qui s'appelle consultante. Mais des fois, ça n'a rien à voir. Là, je suis en train d'accompagner une entreprise, un dirigeant qui veut transmettre son entreprise à ses collaborateurs. J'accompagne une grosse entreprise sur le design thinking. Donc, en fait, je touche à plein de sujets avec cette casquette consultante qui veut tout et rien dire. Et puis après, il y a des métiers comme vous le faites, vous êtes journaliste, c'est un métier aussi qui permet à des surdoués ou à des multipotentiels à s'intéresser à plein de sujets. Et puis du coup, ils formalisent le savoir qu'ils ont acquis sur le sujet à travers des articles, des livres. Alors ça peut après, je crois qu'en fait, le surdoué ou le multipotentiel, il a à créer son propre design de vie. Oui. Donc après, il y a des gens comme Tim Ferriss qui a écrit la semaine de 4 heures. C'est une personne qui a créé son style de vie. Après, il y a plein d'autres. Alors c'est plus développé au niveau anglo-saxon, parce qu'il y a une forme de liberté, de créer sa vie, qui est moins développée qu'en France ou en Europe, du moins de ce que je peux observer. Oui. Brigitte Rougeol, est-ce que vous aidez les personnes surdouées à développer, à canaliser leur créativité, leur innovation? Est-ce que vous les aidez à cerner ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent le faire? Alors, en fait, les surdoués ne manquent pas d'idées. Au contraire, ils en ont presque trop. Et justement, il faut la canaliser. Et l'erreur la plus courante en fait en matière de créativité, c'est de dire ça se limite en fait au brainstorming. Mais la créativité, même l'innovation, c'est déjà de bien identifier, de clarifier en fait son défi, qui est la première partie. Une fois qu'on a bien cerné en fait le problème à résoudre, donc le défi, il faut passer en phase idéative. Et ensuite, quand on a cerné avec la divergence et la convergence les idées, on en fait le tri et après on passe à la mise en action. Et donc, le multipotentiel, il faut qu'il soit à la fois clair sur son défi et à la fois clair aussi sur le tri de ses idées pour justement pouvoir les mettre en œuvre. Une des méthodes que je trouve très pertinente pour nous les multipotentiels, c'est celle de la stratégie Disney, qui est Walt Disney était lui-même, je pense, un multipotentiel et un surdoué. Et du coup, sans s'en rendre compte, il avait structuré une méthodologie où il alternait en fait 3 postures avec 3 modes de pensée distincts qui sont en fait le rêveur. C'était un très grand rêveur et un très grand visionnaire. Ensuite, il se mettait en mode réaliste. Donc, il passait l'action en train de dire « Ok, ça peut me prendre 10 ans, 30 ans, mon idée, et je la mets en place et je fais mon plan d'action. » Et après, il activait en fait une autre posture qui est le critique positif et qui essaye de donner toutes les chances de réussite en fait au projet. D'accord. Et du coup, en fait, il y a un côté itératif. Et l'intérêt de la méthode, c'est que c'est très visuel. C'est comme une sorte de storyboard visuel. On peut dessiner ses idées ou on peut faire des plans, comme aussi les journalistes ou ceux qui éditent des revues, de faire le chemin de fer en fait de la revue et de dire tiens, ça va passer de telle étape à telle étape. D'accord. C'est en quelque sorte un apprentissage à être efficient. Oui, après moi ce que j'observe, c'est que justement les multipotentiels se sont créés leur propre méthode, leur propre mode de gestion de l'énergie, de l'efficacité. Parce que quand on lit des bouquins, que ce soit la gestion du temps ou des choses comme ça, en fait, on se rend compte que c'est pas du tout adapté. Par exemple, on préconise le focus, mais le focus, quand on vous dit de choisir une seule chose, pour un multipotentiel, c'est la mort. Donc en fait, le focus, il faut qu'il l'adapte. Il faut qu'il l'adapte à prendre 3 ou 4 sujets
qui lui tiennent à cœur pendant une durée définie. Et donc, toutes les méthodes doivent être adaptées pour son profil. D'accord. Madame Rougeol, quels sont les cas les plus marquants que vous avez rencontrés? Alors, quels sont les cas les plus marquants? J'en ai plein, hein, mais par exemple, c'est un inventeur, un grand créatif. Il avait même une bosse sur le front, de la bosse des maths, il était assez, assez attachant. Et cette personne, en fait, ne comprenait pas que la lenteur, en fait, des interlocuteurs. Donc, à l'époque, il travaillait en entreprise, donc c'était un innovateur. Donc, il avait plein d'idées, mais brillantes. Et en fait, les dirigeants, captaient pas suffisamment vite ces idées. Et donc, du coup, il claquait la porte d'énervement, en train de dire il comprend rien, ainsi de suite. Et en fait, 3 mois après, les mêmes dirigeants mettaient en œuvre son idée. Et en fait, c'est ce qu'il ne se rendait pas compte, c'est que lui, il allait tellement vite que les autres n'avaient pas le même rythme de compréhension, d'intégration, en fait, de ces idées. Et lui, il ne s'adaptait pas, en fait, au rythme des autres. Et donc, je dirais, c'est presque de l'intelligence émotionnelle de dire, OK, mes interlocuteurs vont pas aussi vite, il faut que je les laisse le temps de décanter et on refait un point dans 3, 4, 5, 6 mois. Et alors que là, du coup, il se brûlait les ailes parce que chaque fois, il recommençait, il rencontrait de nouveaux dirigeants qui ne comprenaient pas aussi vite qu'ils voulaient, et ainsi de suite. Et donc, il était en mode échec de manière régulière. Cette même personne, malheureusement, elle a aussi divorcé parce qu'elle ne comprenait pas que sa première femme, comme il avait plein d'enthousiasme, il dépensait beaucoup d'argent sur ses projets et à un moment, elle a dit je t'aime, mais stop parce que j'ai l'impression que tu vas mettre notre couple, du moins la famille et les enfants, en danger. Donc, ils ont divorcé, ils ont séparé leurs biens, ainsi de suite. Et donc, il était tout content de me revoir, en train de dire, voilà, j'ai trouvé une autre charmante jeune femme, elle est créative, au moins, moi, je m'en sens bien avec elle, ça va, elle me comprend, ainsi de suite. 3 ou 6 mois après, elle est tombée enceinte, et elle a eu les mêmes réactions que la précédente femme. Et en fait, il est de nouveau en processus d'échec, parce qu'il ne comprenait pas que les femmes ont besoin aussi de protéger les fruits de leurs entrailles et que donc il y a une autre posture d'esprit, une autre carte mentale qui se crée une fois qu'on a des enfants. Bien sûr, bien sûr. Et donc cette personne-là, en fait, elle était brillante, mais alors par contre sur l'intelligence émotionnelle et sur la compréhension des autres, on pourrait dire qu'elle était une nullité. Oui, c'est donc un profil qui tend à devoir s'adapter malgré son grand enthousiasme. C'est malheureusement ce que je retrouve chez beaucoup de surdoués. Cette boulimie de vie, cette boulimie d'action, cette boulimie de faire les choses et ce frein qui malheureusement est toujours présent dans la majorité de la population. Peut-être une autre expérience marquante ? Alors, c'est plus d'une jeune femme qui était venue me voir parce qu'elle avait du mal, elle avait pas de diplôme et elle faisait à l'époque de la diététique. Donc, elle était diététicienne et donc ça faisait plusieurs mois, presque années qu'elle patinait pour trouver un emploi. Et son leitmotiv, c'est de dire oui, j'ai pas mon diplôme, c'est pour ça qu'ils me prennent pas, ainsi de suite. Et quand j'ai exploré en fait son parcours, elle avait fait quelques stages, ainsi de suite. En fait, elle était beaucoup plus riche que ce qu'elle voulait le dire, puisqu'en fait, elle avait fait de la diététique dans tous les domaines. Donc c'était un peu la diététique était un peu l'arc, mais sur lequel elle avait exploré. La diététique pour les enfants, la diététique pour les personnes en surpoids, la diététique aussi pour les personnes âgées et puis pour les maladies Alzheimer, ainsi de suite. Et donc finalement, elle était beaucoup plus riche en compétences et en compréhension que n'importe quel autre étudiant qui aurait eu son diplôme. Parce que elle s'intéressait en fait à toutes ces myriades en fait de déclinaisons. Et une fois qu'elle a compris qu'elle avait des atouts par rapport à son sujet de la diététique, elle a revu en fait son CV avec mon aide et dans la semaine, en fait, elle a trouvé un emploi qui lui a, enthousiasmé. Et donc le fait des fois de re-regarder son parcours différemment et ses centres d'intérêt en fait font extraire en fait des compétences
qui ne sont pas, écrites, grosso modo, dans les CV. Un surdoué est-il en sous-valorisation personnelle? Alors, donc moi, je préfère toujours appeler multipotentiel parce que je n'ai pas vu non plus toute l'ampleur, peut-être la palette en fait des surdoués, hein. Donc moi, c'est vraiment les gens qui s'intéressent. Mon filtre, c'est plutôt les gens qui s'intéressent à de multiples sujets et qui n'ont pas envie de se cantonner dans un seul sujet. Et du coup, j'ai perdu votre question. Alors je vous demandais si un multipotentiel était toujours en sous-valorisation personnelle. Alors, oui, donc le multipotentiel ou le surdoué, effectivement, est souvent se sous-estime. Parce que, effectivement, les parcours, les profils, on regarde plus la réussite professionnelle et plutôt le titre, mais on regarde pas non plus le spectre des compétences. Mhm. Donc voilà, donc du coup, il y a toujours quelqu'un qui est peut-être plus compétent que lui en matière de piano ou en matière d'art de floral ou de maîtrise de la langue. Sauf que lui, il oublie que il est bon dans ces 3 ou 4 compétences. Peut-être un dernier sujet que vous aimeriez aborder, Madame Roujol? C'est de contribuer à ce que les personnes se reconnaissent, hein, parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui sont des multipotentiels et quand je leur explique en fait cette notion et le fait qu'il faut créer ces outils de gestion de soi, hein, moi je parle d'entrepreneur de soi. Et ça leur permet en fait d'ouvrir des yeux et de dire ah ben oui, j'avais pas vu ça comme ça. Et du coup, ça enclenche une réflexion et une gestion de soi. Et donc, c'est le fait de se reconnaître. Brigitte Roujol, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes consultante pour les multipotentiels, terme que vous avez peut-être inventé. Non, je ne l'ai pas inventé, mais il est plus, chez les anglo-saxons. Donc, je l'ai effectivement adapté en français. Voilà. Et donc, j'ai aussi créé un blog qui s'appelle horizum.com qui parle en fait de ces sujets-là. Donc, horizum.com. Merci Madame Roujol.